Bonjour et bienvenue sur l'IFC Session d'éducation en qualité. Je suis Dr Xavier Anton, je suis un consultant en matière de santé et qualité avec l'IFC. Aujourd'hui, on va parler sur la sécurité des patients et la culture juste. Le contenu de cette conversation va être, on va voir la définition de culture de sécurité et aussi qu'est-ce que c'est la culture juste. On va voir un petit peu de l'histoire de sécurité des patients. Au troisième lieu, quelles sont les réponses du secteur de santé à ce problème. On va voir le concept de sécurité des patients et qu'est-ce que sont les objectifs internationaux en matière de sécurité des patients. Finalement, on va voir la sécurité des patients et la culture juste ou équitable. Ces fondations, qu'est-ce que c'est le code de conduite? Et on va voir une petite enquête pour voir si vous êtes un hôpital sûr. Et finalement, qu'est-ce que sont les organisations de haute fiabilité? On a trois piliers dans les sécurités dans les soins de santé. D'un côté, il y a la sécurité de la facilité ou de l'édifice. Aussi, on a la sécurité des patients. Et finalement, on a la sécurité du personnel médical qui travaille à l'hôpital. Quelle est la sécurité des soins de santé? Ici, il y a des risques de chaque activité que est présentée ici. Ces statistiques sont compilées par le gouvernement britannique. Alors, si nous, on prend activités comme le saut élastique ou bien l'alpinisme, on voit que ce sont activités d'une sécurité moyenne. Alors, par exemple, si on prend le décès maternel pendant la grossesse, il y a un décès sur chaque 8200 maternités. L'anesthésie chirurgicale, il y a 1 sur 185 000 opérations. Si on prend les plongées sous-marines, c'est 1 sur 200 000. Le programme commercial des compagnies aériennes, il y a 1 chaque 250 000. Si on prend le chemin de fer européen, c'est une donnée similaire. Mais quand même, conduire aux États-Unis, c'est une activité de danger moyen. Il y a un risque de mortalité de 1 chaque 10 000. Les soins de santé sont une des activités les plus dangereuses. Il y a un décès pour chaque 600 admissions à l'hôpital. Alors, qu'est-ce que nous, on va faire sur la sécurité des patients? On va offrir une approche proactive sur la sécurité. On se concentre plus sur les systèmes et les processus, pas sur les individus. Et on va implémenter, on va voir des normes qui favorisent des soins sécuritaires à niveau de la leadership, à niveau de l'amélioration de performance, et on va voir quelles sont les données qu'on peut prendre de l'hôpital pour apprendre d'elles et implémenter des systèmes qui vont nous donner la capacité de prévenir cette complication. Alors, voyons quelques définitions. Il y a la définition de NRR. Les erreurs sont des préventions, des diagnostics et bien des traitements et dispositions. Il y a les événements indésirables. Ce sont des blessures qui résultent d'une intervention médicale. La négligence, c'est un manque au respect des normes raisonnablement attendues du médecin moyen. Et aussi, il y a les quasi-accidents, qui sont des erreurs que n'entraînent aucun préjudice pour les patients. Si on garde
un examen historique de la sécurité des patients. Il y a 4 périodes bien définies. Une période, c'était avant l'intervention réglementaire. L'autre, c'est après l'intervention réglementaire. Aussi, il y a les mesures d'autorégulation que l'industrie a prises. Et qu'est-ce que c'est la méthodologie qu'on a utilisée pour avoir des succès et des bons résultats? Il y a des figures historiques il vaut la peine de mentionner. Le premier serait Ernest Cartman. Lui était la première personne qui a commencé à travailler sur les résultats de l'attention hospitalière. Il a travaillé à Boston, à l'école de médecine de Harvard, et il aussi travaillé avec amélioration de chirurgie orthopédique oncologique, aussi avec l'amélioration de l'anesthésie surgicale. Tout ça, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, à peu près de l'année 1930-1925. L'autre figure historique qu'on doit mentionner, c'est Dr. Troyen Brennan. Il a publié sur l'année 1991 des articles sur les incidences des événements indésirables et la négligence chez les patients hospitalisés. Il a trouvé que la majorité de ces événements sont relationnés avec l'administration des médicaments chez les hôpitaux. À l'année 1984, on a échantillonné à peu près de 30 000 dossiers médicaux à l'État de New York pour chercher des complications hospitalières. On a vu que 48% des événements indésirables résultaient d'interventions chirurgicales. Les complications médicamenteuses étaient l'événement indésirable le plus fréquent. La seconde cause plus fréquente, c'était celle des infections chirurgiques. Il y a une publication que c'est clé sur la sécurité des patients qui a été publiée par l'Institut de médecine américain qui s'appelait To Err is Human. L'erreur est humaine. Ça, c'était l'année 1999. On a trouvé qu'à peu près de 100 000 Américains chaque année sont morts à cause d'une erreur médicale aux hôpitaux des États-Unis. 46 000 de ces patients qui sont décédés, c'était à cause de la négligence médicale. Pour avoir une perspective de le significat de 98 000 décès chaque année, ça serait l'équivalent que nous aurons si un avion chargé de passagers tombait du ciel chaque jour. Il y a plus de morts comme résultat de leur hospitalisation que par des accidents du travail, ou bien des cancers du sein, ou bien de sida. Vous avez le numéro dans la diapositive. Le significat de 98 000 morts à conséquence des erreurs médicales, c'est vraiment incroyable. Comme un résultat de l'étude de To Err is Human, on a fait quelques recommandations et politiques. Au premier endroit, la leadership doit favoriser des recherches, implémenter des outils et protocoles pour prévenir des erreurs. Il doit avoir des actions en faveur de la sécurité menées par organismes de surveillance pour les groupes de payeurs, les compagnies d'assurance, et aussi par les groupes professionnels.
on devrait faire des efforts obligatoires et volontaires pour tirer leçons des erreurs. Ça veut dire ramasser erreurs à l'hôpital, les étudier et après implémenter système de prévention des erreurs, apprendre de cette erreur. Et finalement, avoir des systèmes de sécurité et des pratiques sécuritaires, comme serait l'utilisation pour chaque intervention chirurgicale de la liste de sécurité chirurgique publiée par l'Organisation mondiale de la santé. Quelle a été la réponse des organismes de santé à tous ces problèmes identifiés? La Joint Commission, aux années 1990, a publié ce qu'on appelle la liste des événements sentinelles. Ce sont des événements qui jamais devraient passer à l'hôpital et qui sont préventables. La Joint Commission, c'est l'organisation qui fait l'accréditation de tous les hôpitaux américains. Aux années 2000, aussi, on a commencé à faire un focus sur l'identification des patients. De cette façon, on a essayé de prévenir intervention chirurgique aux mauvais patients, aux patients trompés, faire des mauvaises interventions, faire intervention dans les sites opératoires mauvais. On a aussi implémenté des ordres médicaux informatisés. De cette façon, on a réduit d'une forme marquée toutes les erreurs relationnées avec médicaments, parce que les ordinateurs vont faire un check d'allergie ou d'interaction médicamenteuse et aussi erreur de la dose des médicaments. On a aussi développé équipes d'intervention rapide, qui sont des équipes qui vont à évaluer les patients quand il y a une détérioration. De cette façon, on va prévenir que le patient a un arrêt cardio-respiratoire. Le projet d'amélioration des soins chirurgicaux, c'était le résultat de la liste de l'Organisation mondiale de la santé, une liste protocolisée avec une checklist pour prévenir des erreurs pendant l'opération chirurgicale. Avec cette liste, on peut prévenir 50% à peu près des complications intraopératoires et 45% des complications post-opératoires. L'approche groupée, ou bien bundles comme il s'appelle en anglais, pour prévenir des infections nosocomiales, il y a trois parties ou trois bundles qui sont les focus de ça. Une bundle, c'est des cathéters urinaires. L'autre bundle, c'est pour protocole de cathéters vasculaires. Et finalement, une autre bundle pour prévenir infections sur les patients qui sont en train de recevoir ventilation artificielle avec un respirateur. Finalement, évaluer les risques d'une forme proactive, les risques réels ou imaginaires pour prévenir événements graves et identifier les risques évitables. Aux années 2000 aussi, il y a le groupe LeapFrog qui a fait des recommandations pour prévenir des erreurs médicales. LeapFrog, ça veut dire les sauts de la grenouille, et généralement sont des sauts en avant. Il y a 4 sauts. Le premier, c'est l'implémentation des ordres médicaux computérisés. De cette façon, on peut prévenir, disons, de interactions médicamenteuses et aussi avoir le dosage correct ou prévenir d'administrer des médicaments auxquels les patients sont allergiques. L'autre saut, ou bien recommandation, c'est d'avoir personnel médical dans les unités de soins intensifs. Ça veut dire des spécialistes. L'autre serait
faire des admissions à un hôpital fondées sur les données probantes. Par exemple, un patient qui se présente aux urgences avec douleur à la poitrine, il y a des protocoles ou bien des outils basés à l'évidence que nous indiquent si ce patient doit être hospitalisé pour faire une surveillance à l'hôpital. Finalement, implémenter les pratiques de sécurité de la National Quality Foundation, la Fondation nationale de la qualité. Si ces quatre euh, sont implémentés, on a calculé qu'à peu près de 65 000 vies pourraient être sauvées et on pourrait éviter à peu près de 900 000 erreurs de médicaments. La réponse du groupe des payeurs de la compagnie d'assurance. Aux États-Unis, le gouvernement a des compagnies d'assurance pour la population, sont les Medicare et les Medicaid. Ces agents ont décidé de ne pas rembourser pour quelques conditions à l'hôpital qu'il y a évidence que sont préventables. Une, c'est les infections urinaires associées au placement de cathéters urinaires. Il n'y a pas toujours le besoin d'avoir les patients cathétérisés et aussi la technique d'insertion des cathéters, ce n'est pas toujours aseptique et pour ça, on croit que ces infections sont préventables. La même chose pour des cathéters vasculaires, il faut les insérer avec la technique appropriée et aussi les changer chaque fois qu'il y a signe incipient de phlébite. Infection du site chirurgical, événements graves évitables comme serait oublier un objet dans une intervention chirurgicale comme une gauze ou bien un instrument, un événement grave évitable comme une embolie gazeuse, un autre événement grave évitable serait la incompatibilité sanguine et s'il y a des réactions qui résultent en une hospitalisation prolongée pour les patients, les agences médicales, ils ne vont pas payer pour cette complication. Escar chirurgique, escar qui résulte dans une kéloïde, aussi blessures contractées à l'hôpital comme sont fractures, luxations, comme résultat de chute à l'hôpital. Les objectifs internationaux en matière de sécurité des patients, c'est un résultat du travail de la commission mixte intégrée par des organisations médicales et la Joint Commission. Il y a quelques versions et celle-ci que vous présente, c'est la qui est publiée en 2017. À la version courante, l'objectif numéro 6 n'est pas là non plus parce qu'il y a eu une amélioration marquée et pour ça, ça n'est pas déjà non plus un objectif international. Pour identifier les patients correctement à l'objectif numéro 1, il faut utiliser deux identifiés aux patients. L'objectif numéro 2, pour améliorer la communication, quand il y a un transfert de soins d'une unité à l'autre, ou bien quand il y a un changement de poste, l'utilisation des outils, des listes pré-arrangées pour transmettre toujours la même information quand les soins sont changés
d'un poste à l'autre. Objectif numéro 3, améliorer la sécurité des médicaments de haut niveau d'alerte. Ça veut dire électrolytes concentrés, narcotiques et médications dangereuses et aussi médicaments qui ont les mêmes ou similaires noms ou similaires prononciations. L'objectif numéro 4, c'est de garantir une chirurgie sûre. Avec ça, on peut utiliser la Safe List de la liste de sécurité de l'Organisation mondiale de la santé. Pour réduire les risques des infections associées aux soins de santé, il faut utiliser, comme on avait dit, des bundles, des packages. Ça sont pour prévenir des infections urinaires associées aussi aux cathéters ou bien infections associées à la ventilation artificielle. Finalement, réduire les risques de préjudice pour les patients résultant de chutes à l'hôpital. Tout ça, c'est avec l'évaluation de risque de chute déjà préparée avec une checklist quand le patient est, on a une admission à l'hôpital. Quelles sont les exigences en matière de sécurité des patients? Il y a déjà des exigences existantes pour améliorer la sécurité des patients. On souligne l'importance de la collecte et l'analyse des communications de données des soins à l'hôpital. Il faut utiliser cette donnée pour guider les décisions à la santé, surtout le système hospitalière. On met un accent sur la prévention des activités d'une forme proactive pour réduire les risques. Et finalement, on discute l'importance de devenir une organisation apprenante. Quelle est une organisation apprenante? C'est une organisation qui s'est axée sur la culture juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on encourage l'apprentissage continu. Jamais l'apprentissage est fini. Chaque jour, nous, on apprend quelque chose de notre donnée, de notre pratique. On offre des opportunités de formation pour améliorer les capacités de création et innovation dans l'organisation. On prend en charge une approche non punitive des rapports, des erreurs et des accidents évités de justesse. On partage des commentaires opportuns sur les leçons apprises pour notre pratique. On utilise les données et les valide pour modifier les soins qu'on fournit aux patients. Tout ça, c'est les caractéristiques d'une organisation qui est axée sur la culture juste. L'organisation qui est une organisation avec une culture juste a un code de conduite ou bien de responsabilité. Le code de conduite définit les comportements acceptables ainsi que les comportements qui portent une atteinte à la culture de sécurité. Ça veut dire, par exemple, commentaires injustifiés, des gens qui ont un refus de conformer aux normes de pratique continuées et acceptables. Aussi, manque de collaboration aux initiatives raisonnables de l'hôpital. Le code de conduite aussi a une claire définition des comportements qui compromettent une culture de sécurité et ont un effet négatif sur la culture de sécurité des patients. Le personnel est responsable de ces actes, mais n'est pas puni si des systèmes ou des processus défectueux ont contribué à sa mauvaise conduite. Les dirigeants ont la responsabilité d'élaborer un code de conduite et demander au personnel qui se comporte d'une manière acceptable. Ici,
à le site de l'Internet de l'Institute for Healthcare Improvement, vous avez un outil très pratique pour faire une auto-évaluation de si vous êtes une organisation sécure ou bien un hôpital qui a tous les besoins de sécurité pour être une organisation de haute fiabilité. L'IFC peut vous aider. Nous avons un outil pour collecter des erreurs qu'on peut vous proportionner. Nous avons des recommandations fondées sur la littérature et des données probantes si vous en avez besoin. Nous avons des documents, des politiques et des autres topics de consultation que on peut fournir pour votre hôpital. Alors, quelle est la promesse et la pratique d'une culture juste et équitable? La culture juste, enfin, c'est un outil utilisé par des organisations hautement fiables. On croit que les gens sont responsables de respecter les procédures et les protocoles implémentés basés à l'évidence. On fédère les équipes pour un bien commun à l'hôpital pour la sécurité des patients. On a des réponses non punitives aux erreurs médicales. On a un cycle de confiance, de report et d'amélioration continue. Le modèle de haute fiabilité veut dire que la leadership est responsable de faire la confiance, reporter, signaler et améliorer de forme continue. Tout ça nous conduit à la culture de sécurité et ça va nous devenir une organisation de haute confiance. Si on a une culture à l'organisation qui est informée, qui est flexible, qui apprend, qui rapporte, qui est juste, rapporte des événements et cas d'accidents, juste, ça veut dire qu'on a confiance, une ligne claire entre le comportement acceptable et inacceptable. Flexible, ça veut dire qu'il est évolutif et qu'il s'adapte à réagir au danger. Et une culture d'apprentissage, une volonté d'apprendre et mettre en place des réformes et d'ajustements majeurs, tout ça va nous donner une culture de sécurité. J'espère que cette présentation a été d'utilité pour vous. Rappelez que la sécurité des patients, c'est un événement quotidien, tous les jours. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire moi un email que vous avez sur l'écran et j'espère que vous deviendrez une organisation de haute fiabilité. Bonne journée.